Bienvenue et merci de vous informer sur Business 24 Africa. C'est l'heure du journal. À présent, les titres de l'actualité. Du 20 mai au 28 juin prochain se dérouleront les journées de la fonction publique. Cette année, elles auront lieu simultanément dans 15 régions de la Côte d'Ivoire. La deuxième édition des journées de l'investissement et de l'épargne reprend ses droits. Au cœur de cette édition, le renforcement de la culture financière des jeunes. Le secrétariat exécutif du Conseil national du tourisme a fait sa rentrée solennelle pour l'année 2025 couplée à sa première session ordinaire. Et l'école supérieure d'agronomie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a accueilli la première édition de formation théorique des enseignants-chercheurs africains partenaires de la chaire UNESCO. D'autres précisions dans un court instant. Nous entamons cette édition avec les journées de la fonction publique édition 2025 qui vont se dérouler du 20 mai au 28 juin prochain et ce simultanément dans 15 régions de la Côte d'Ivoire contre 10 l'édition précédente. Édition du bilan de la gouvernance, c'est sur ce sceau que la ministre d'État en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a donné le top départ ce mardi. C'était à l'auditorium de la primature et on en sait davantage avec Issa Badini. Je voudrais donc souhaiter à toutes et à tous une réussie, fructueuse et excellente célébration des journées de la fonction publique 2025. Sur ce, et je vois que c'est tout ce que les coprésidents attendent, ils disent, parle, il faut qu'elle lâche la phrase tant attendue. Sur ce, je vous mets donc en mission. C'est la formule consacrée, mais c'est surtout le top départ des journées de la fonction publique. Des IFP 2025 pour faire le bilan, pas seulement celui des 4 éditions passées, promet la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Dites à tous ceux que vous rencontrerez, il ne faut surtout pas rater cette édition. C'est une édition bilan. Ce n'est pas le bilan de la ministre d'État Anne Ouloto de 2021 à 2025, c'est le bilan de l'expert en management de notre administration, de notre commandant en chef, le bilan du président Alassane Ouattara 2011-2025. Les bilans, ces IFP 2025, ce sont aussi 3 semaines de sport, de divertissement et d'ateliers scientifiques éclatés dans 15 régions contre 10 l'année dernière, parmi lesquels l'Indéné Dioablin, la Nawa ou encore San Pedro. Des distinctions aussi à cette occasion, comme c'est le cas depuis le début de cette aventure voulue par Anne Ouloto, mais aussi la désormais traditionnelle tombola. Et cette année, selon le directeur général de la fonction publique, les plus censés repartiront avec 2 et non pas une villa, comme l'édition précédente, et une voiture. Les IFP s'inscrivent, il faut les rappeler, dans le cadre de la Journée mondiale de la fonction publique, célébrée tous les 23 juin de chaque année. L'objectif étant de célébrer les travailleurs et promouvoir la bonne gouvernance. Renforcer la culture financière des jeunes, promouvoir l'inclusion et stimuler l'investissement responsable. Tels sont les enjeux majeurs de la deuxième édition des journées de l'investissement et de l'épargne qui se tient les 20 et 21 mai 2025. Conférences, panels, masterclass et networking rythment ce rendez-vous porté par l'UNCA et ses partenaires. Amiko Robara pour plus de précisions. Mardi 20 mai. Première journée de l'épargne et de l'investissement organisée au sein de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Cette journée qui s'étend sur 2 jours a pour objectif de promouvoir l'investissement et l'épargne chez les plus jeunes à travers des panels et des sessions de formation. La journée de l'épargne et de l'investissement a pour objectif de promouvoir le développement de ce secteur, non seulement auprès du grand public, mais aussi introduire la culture de l'épargne et de l'investissement auprès des jeunes, un fer de lance de demain. C'est l'occasion de pouvoir réunir les acteurs du marché pour nous évoquer les nouveaux développements, pour nous évoquer les innovations dans le secteur, de sorte que finalement
ce comportement soit un comportement d'investissement. Pour nous, ça a été un événement assez intéressant puisqu'on a pu édifier l'assistance sur des problématiques d'épargne et d'investissement parce que malheureusement, sous nos contrées, on confond un peu ces deux notions. Mais il est clair que la communication qui a entouré cet événement va nécessairement concourir à faire intéresser le plus grand nombre aux produits d'épargne et notamment aux produits d'investissement à la bourse. Bon, déjà, ce que je retiens de cet échange avec nos différents panélistes, c'est qu'il ne faudrait pas seulement épargner, mais il faudrait investir à partir de cette épargne que nous avons. Donc, on a eu à apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne tout ce qui est éducation financière. Pourquoi faut-il investir? Comment aussi il faut utiliser notre épargne pour pouvoir tirer profit? Cette deuxième édition des Journées de l'investissement et de l'épargne, portée par l'Université Soumaré, l'ENCA et plusieurs institutions financières, mise sur la promotion de l'innovation et l'entrepreneuriat en mettant en lumière les opportunités d'investissement dans les secteurs porteurs. Une initiative qui encourage également les jeunes à devenir des acteurs clés du changement et du développement économique durable. Et parlons entrepreneuriat, le CECI, le Cercle des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de son programme Marée des élites de 2025. La première étape, qui est celle de la commune de Port-Bouët, a permis de présenter les 100 entrepreneurs et commerçants qui vont bénéficier de coaching, de réseautage et surtout de financement. L'objectif est de permettre aussi à cette génération d'hommes et de femmes d'affaires de réussir avec excellence leur business. Le commentaire de Désir Nascimento. Ensemble, faisons rayonner l'élite entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que le CECI, entendez Cercle des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, va dérouler ses activités durant l'année 2025. L'un des axes principaux, c'est le programme dénommé Marée des élites. Il est un projet de formation, de coaching, de réseautage et de financement dédié aux entrepreneurs et commerçants désireux de réussir. Et l'étape de Port-Bouët a été lancée. Selon la présidente de CECI, Morgane Sarr, l'objectif est de former et renforcer les capacités des jeunes commerçants et entrepreneurs des communes d'Abidjan et créer un écosystème économique dynamique et inclusif. Le CECI est une association qui a décidé d'accompagner les entrepreneurs et les commerçants à travers la formation, le réseautage et l'accès au financement. Et de par nos activités sur le terrain, nous avons trouvé intéressant de pouvoir lancer la Marée des élites, qui est un programme qui accompagne 100 jeunes par commune dans le district d'Abidjan. Donc notre première activité, c'est aujourd'hui dans la commune de Port-Bouët. Partenaires et participants accueillent favorablement l'initiative et se sont déjà engagés. Et donc pour nous, c'est un honneur véritablement de pouvoir répondre à cette sollicitation, car aujourd'hui la formation est un levier de croissance. La formation permet à ces entrepreneurs et à ces professionnels de pouvoir grandir professionnellement et atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux. Et je suis vraiment content d'avoir participé. Je dis merci aux organisateurs, à la présidente et à toute son équipe. Nous sommes très heureux d'être là ce jour. Nous avons suivi depuis le début et franchement tout s'est bien passé. Nous avons aussi suivi la formation et nous avons compris certaines choses que nous allons peut-être penser à appliquer dans le futur dans nos différents suivis en tant que chargés d'affaires. Le CECI est une association qui s'est donné comme mission de soutenir le développement des entrepreneurs membres en facilitant leur accès à des ressources, à la formation et au réseau d'affaires. Le programme agroécologique en Afrique de l'Ouest, ou PAE, a été lancé en 2018 dans les pays de la CEDEAO. Financé par l'AFD et l'Union européenne à hauteur de 16,200 millions d'euros, ce programme a pris fin en 2025. Un atelier de 3 jours s'est ouvert à Abidjan pour officiellement mettre fin à ce programme et capitaliser ses acquis. Philippe Zabo a participé à cet atelier de fin de programme. Suivons ensemble son compte-rendu. Le tableau final du programme agroécologique d'Afrique de l'Ouest est reluisant. Selon son coordonnateur, il a permis à de nombreux agriculteurs de se former aux techniques agroécologiques. À cela s'ajoute l'augmentation exponentielle des rendements agricoles. Le programme a permis de former une masse importante de producteurs sur des pratiques agroécologiques qui permettent vraiment d'avoir des systèmes très durables. Ça, c'est très important. Près de 72 000 producteurs ont été formés dans ce cadre.
Également, le programme a permis d'améliorer la productivité agricole. Et en Côte d'Ivoire, nous avons eu des rendements incroyables de production d'igname et de manioc qui ont quasiment quadruplé. Des exploitations agricoles qui faisaient 10 tonnes à l'hectare d'igname se sont retrouvées avec 30 tonnes à l'hectare, et pour le manioc, de 10 tonnes à 57 tonnes à l'hectare. Et ça a permis dans la région de Boaké et autres. Des résultats qui, selon le représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, montrent que cet atelier est important. Il s'agit d'agriculture, mais surtout d'agriculture liée. Vous avez vu tout ce qui a été cité. Moi, les filières que j'ai vues qui sont vraiment adressées par ce projet sont des filières clés pour la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé par le cacao, qui est la mamelle nourricière de notre pays. Nous avons parlé de manioc, d'igname, nous avons parlé de culture vivrière, nous avons parlé de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Ce sont des questions clés que nous abordons en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme va continuer avec ce qu'on a appelé le programme Désira Plus, qui va s'étendre cette fois-ci sur 5 ans et avec un financement de 20 millions d'euros. Le PAE avait pour but de développer au niveau de chaque pays de la CEDEAO des techniques agroécologiques pour pallier aux effets du changement climatique et rendre les agricultures plus résilientes et plus rentables. Une page de protection sociale. Le Bureau international du travail, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, a procédé récemment à l'ouverture de la réunion sous-régionale sur le rôle des mutuelles sociales dans les systèmes nationaux de protection sociale en santé dans la commune du Plateau. Prévu du 20 au 22 mai, l'objectif de ces 3 jours de réflexion est d'assurer l'appropriation des recommandations issues des travaux respectifs du BIT et de la CCMS sur l'articulation des mutuelles et assurances maladie à base communautaire avec les systèmes nationaux de protection sociale. Nous témoigne Michel Brault. Renforcer la couverture sanitaire, améliorer l'accès aux soins et garantir une protection adéquate des populations vulnérables. Telles sont les motivations à l'ouverture de la réunion sous-régionale sur le rôle des mutuelles sociales dans les systèmes nationaux de protection sociale en santé. 3 jours seront essentiels à travers ce cadre d'échange constructif d'évaluer les défis rencontrés et d'identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour optimiser l'impact des mutuelles sur la santé publique. La collaboration entre le BIT et la CCMS souligne l'importance d'une approche concertée entre les acteurs concernés et décideurs pour relever les défis complexes liés à la santé et à la protection sociale en Afrique de l'Ouest. J'aimerais, Monsieur le ministre, vous assurer que l'OIT, en collaboration avec les autres partenaires au développement, est disposée à poursuivre son appui pour contribuer à la construction d'un système de protection sociale complet et inclusif dans tous les pays de la sous-région. Cet atelier, initié par le BIT, après toute une série d'activités déjà réalisées sur le sujet, ne doit pas être un atelier de plus. Mesdames et messieurs les participants, il est indéniable que certains pays sont plus avancés que d'autres et qu'il est nécessaire pour ceux qui ont obtenu des acquis qu'ils puissent les partager avec les autres. Je voudrais inviter toutes les parties prenantes à s'approprier cette thématique et à accorder une attention particulière aux échanges qui s'ouvriront en vue de porter leurs préoccupations légitimes et d'explorer les pistes de solutions sur la base du partage d'expériences. Cette réunion sous-régionale constitue une étape significative dans le renforcement des systèmes de protection sociale en santé. Autre information, 100 jeunes du district autonome d'Abidjan âgés de 16 à 35 ans seront formés au métier de l'automobile. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de lancement le 19 mai dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'objectif de cette formation est d'offrir à ces jeunes une possibilité de réinsertion à travers l'apprentissage des métiers de l'automobile. La cérémonie s'est déroulée au campus universitaire de Cocody en présence des partenaires techniques et financiers dont la GIZ et notamment d'Ami Korobara, notre reporter.
Ce sont 100 jeunes âgés de 16 à 35 ans qui seront formés au métier de l'automobile grâce à un partenariat entre les entreprises membres de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et la coopération allemande à travers la GIZ. Ce lundi 19 mai, la cérémonie de lancement de ce programme a réuni l'ensemble des partenaires qui ont insisté sur l'importance et les objectifs d'un tel programme. Ce projet avait pour objectif justement de pouvoir travailler à réduire quand même donc le chômage dans notre pays en donnant un travail sain à nos jeunes gens. Et je le disais tout à l'heure, donc GIZ l'a bien compris et nous a donc accompagnés sur ce projet. Bien entendu, ce projet, il faut le dire, il est très important parce qu'il rentre dans le cadre des dispositifs que le ministère a mis en place. Et parmi ces dispositifs-là, il y a l'école de la deuxième chance qui a pour principe la formation et l'insertion. Formation et insertion. Donc il s'agit de former, non seulement former les jeunes, mais aussi à la fin de leur trouver une place dans le tissu professionnel. Un programme auquel les bénéficiaires placent beaucoup d'espoir. J'espère par cette formation pouvoir acquérir de nombreuses compétences, que ce soit dans le métier de l'automobile ou autre. On ne sait pas où la vie nous emmène, et aussi pouvoir travailler avec de bonnes boîtes pour avoir beaucoup de connaissances et autres. Merci. La formation couvre plusieurs spécialités techniques, notamment la mécanique, l'électricité automobile et les diagnostics électroniques. Cette vague est la deuxième après celle de 2024 qui avait permis de former 50 jeunes. Utiliser l'analyse coût-bénéfice pour l'évaluation des projets et programmes, c'est le thème de la formation initiée récemment à l'Institut national de santé publique. L'objectif est d'échanger avec des experts en évaluation afin de renforcer les capacités des évaluateurs ivoiriens sur des sujets approches méthodologiques pour la réussite de leur mission professionnelle. Cette formation s'est déroulée dans le cadre de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu nous donne des précisions. Ils étaient une dizaine à prendre part à cette formation menée par l'initiative ivoirienne pour l'évaluation. Une formation qui tente à faire comprendre les fondements théoriques et méthodiques de l'évaluation coût-bénéfice, mais surtout maîtriser les outils et techniques spécifiques à l'évaluation coût-bénéfice. À la fin de la journée, les récipiendaires ont apprécié le contenu de leur formation. On a allié la théorie à la pratique, et c'est important en ce sens que par rapport au projet de développement, vu la rareté des ressources financières, il est important quand même de faire une étude de faisabilité, si on peut le dire, pour voir vraiment quel projet serait rentable pour toute la population. Les quantitatifs, l'estimation. Et donc, lorsqu'on a fait les simulations, il fallait calculer avec des hypothèses. Donc, cet aspect pratique, du coup, nous a permis de toucher du bout de doigt l'utilisation des outils. Plusieurs modules relatifs à l'analyse coût-bénéfice, un programme qui permet aux apprenants de réussir dans des projets. Une telle formation parce qu'il y a beaucoup de projets au niveau des infrastructures qui sont menés. C'est les finances publiques qu'on utilise, et à la fin, il faudrait qu'il y ait un impact réel sur la population. Donc, avant, et puis le plus souvent, ces infrastructures sont menées dans des contextes de rareté des ressources où il faut faire un arbitrage. Cette formation, comme je le disais, a pour objectif de pouvoir renforcer les capacités, mais surtout, comme nous pouvons le voir, beaucoup de projets, beaucoup de politiques, beaucoup de programmes sont mis en œuvre. Et dans le cadre de ces politiques-là, il y a des études, sinon des évaluations ex-ante qui sont réalisées. Et ces données-là sont vraiment assez importantes pour les évaluateurs à mi-parcours ou bien à l'état final de la mise en œuvre du projet. Les participants à cette formation sont désormais outillés aux principaux outils d'évaluation de projets et en connaissance en suivi évaluation. La session de formation s'est achevée par la remise de certificats de participation à chacun. Et nous plongeons dans le tourisme. Le secrétariat exécutif du Conseil national du tourisme a initié récemment dans la commune de Marcory sa rentrée solennelle pour l'année 2025, couplée à sa première session ordinaire. Cette activité a pour objectif d'améliorer les compétences et de promouvoir le Conseil national du tourisme ainsi
que ses missions. Faire de la Côte d'Ivoire un hub touristique dans la sous-région et au-delà. Tel est le sens porté à la rentrée solennelle du Conseil national du tourisme, couplé à sa première session ordinaire. Cet espace de concertation pour le Conseil national du tourisme met en avant la nécessité d'améliorer constamment les compétences des acteurs du secteur, mais aussi le rôle du CNT en tant que pilier de la stratégie de développement touristique visant à renforcer la visibilité de l'attractivité de la destination Made in Côte d'Ivoire en matière de loisirs. Le ministre du Tourisme a dévoilé ses attentes à l'endroit de l'ensemble des membres concernés. Les questions foncières devront être réglées pour que le foncier d'utilité touristique soit classé en zone d'utilité touristique et que des propositions soient déposées sur la table du gouvernement à l'effet de faire des propositions pour que nous captions davantage d'investissements directs étrangers sur la base de notre disponibilité foncière en rapport avec la ministère en charge du foncier. Naturellement, nous avons élaboré la stratégie. Il faut faire en sorte que Abidjan soit le hub de divertissement et de loisirs et que le loisir devienne un moteur de croissance et un vivier d'emploi et de développement territorial. Dans une démarche de territorialisation de notre pays, faire en sorte que partout où nous loger, nous puissions avoir des hôtels décents parce que c'est le tourisme, parce que ce sont les loisirs. Des Ivoiriens ont besoin d'un cadre meilleur. La Côte d'Ivoire se bonifie. L'événement s'est achevé par la présentation des 30 membres au sein du Conseil national du tourisme. Le Conseil national du tourisme est un organe consultatif permanent de réflexion et de propositions mis en place auprès du ministère en charge du tourisme. Et dictée, lecture, mathématiques et concours culinaires sont les disciplines qui étaient soumises à l'attention des finalistes élèves du primaire de l'inspection préscolaire et primaire de Tabagne, organisé par le service de la vie scolaire qui a pour objectif de valoriser le goût de la lecture et de la rédaction auprès des élèves. Anissé Kouadio, notre correspondant régional, était témoin. Sapia, localité située dans la sous-préfecture de Tabagne, est le cadre choisi par les responsables de la vie scolaire, de l'inspection, de l'enseignement préscolaire et primaire de Tabagne pour les grandes finales des journées socio, culturelles et éducatives, avec en toile de fond les finales du concours de dictée, de lecture, de mathématiques et d'art culinaire. Par ces activités, la vie scolaire a certainement permis des moments de communion, de partage, d'échange et de joie. Nous pouvons dire qu'il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, mais c'est l'inspection de Tabagne qui gagne. 7 établissements scolaires ont rivalisé, mettant en application tout leur savoir reçu tout le long de l'année scolaire. Fortement salué par monsieur le sous-préfet de la localité de Tabagne et l'ensemble des responsables du système éducatif. Saluer le travail remarquable des enseignants qui s'investissent pour offrir à nos enfants une éducation de qualité. Votre dévouement, votre persévérance mérite toute notre reconnaissance. Je dis merci à madame la conseillère vie scolaire qui, de par ses actions, suscite l'excellence, fait qu'il y a de l'ambiance dans l'école qui permet aux élèves et aussi aux enseignants de se côtoyer. Au terme d'une compétition âprement disputée, les Yao Kokroko soulèvent les trophées du concours de dictée et de mathématiques. L'école primaire de Sapia enlève le trophée du concours culinaire. Et enfin, la palme de la meilleure lecture est revenue à l'établissement primaire public de Zéré. Il faut toujours encourager ces gens d'initiatives pour que la Côte d'Ivoire où nous sommes, de par la Côte d'Ivoire, de par la région, de par le village, de par le secteur, partout, les Ivoiriens soient à la hauteur. Encourager toujours ce système-là pour amener les enfants à s'intéresser à la lecture. Je pense que l'année prochaine, il y aura encore plus d'enfants qui vont venir compétir. Tous les vainqueurs sont repartis avec des kits scolaires afin de leur permettre de préparer sereinement la future entrée des classes 2025-2026. À Djokoué, l'excellence était à l'honneur récemment. 30 élèves de l'école primaire publique Tienoula 2 ont été récompensés pour leurs brillants résultats scolaires. À cette occasion, le parrain de la cérémonie, Doué Ruffin, a prodigué de sages conseils aux élèves et parents d'élèves. Le point avec Théodore Kanga.
30 élèves de l'école primaire publique Tienhoula 2 ont été récompensés pour leurs brillants résultats scolaires. À travers une cérémonie conviviale et pleine d'émotions, ces élèves ont reçu des médailles et des tableaux d'honneur en reconnaissance de leurs efforts et de leur assiduité. Le parrain de la cérémonie, Doué Ruffin, fils du village, n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux élèves ainsi qu'aux parents. J'ai accepté d'être parrain de cette cérémonie pour d'abord encourager les enfants et leur donner le goût de la réussite et le goût des études. Deuxième élément, on a des enfants à bas âge. Comment faire pour les encourager? Comment faire pour faire en sorte qu'ils prennent leurs études au sérieux? C'est vraiment le but recherché par ce parrainage. Le représentant de l'inspecteur de la circonscription éducative a salué cette belle initiative, soulignant l'importance de l'engagement des cadres locaux dans la promotion de l'éducation. Il a également exhorté les parents à accompagner davantage leurs enfants dans leur parcours scolaire. Nous demandons aux parents de suivre les enfants à la maison parce que nous avons constaté que les enfants qui sont suivis à la maison sont plus excellents en classe que ceux qui sont laissés pour camp. Le chef du village, pour sa part, a exprimé sa gratitude aux parrains ainsi qu'aux autorités éducatives pour l'organisation de cet événement qui, selon lui, contribue à instaurer une saine émulation entre les apprenants. Ça a été une super fête. Je remercie tout le monde, surtout le président de la mutuelle qui a œuvré de tous ses moyens pour la réussite totale de cette fête. Je suis content d'avoir le tableau d'honneur et la médaille. Je vais continuer de travailler. Le moment fort de cette cérémonie a été la remise officielle des distinctions, applaudie par tous les participants. Par ce geste symbolique mais significatif, Tienhoula entend valoriser les efforts des jeunes apprenants et les inciter à toujours viser l'excellence. Récemment, l'école supérieure d'agronomie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a accueilli la première session de formation théorique des enseignants-chercheurs africains, partenaires de la chaire UNESCO ID-Bio. Cette rencontre d'envergure régionale avait pour thème propriété intellectuelle, protocole de Nagoya et entrepreneuriat. Charles Kouakou et Soro Estelle. Réunissant des enseignants-chercheurs venus des sous-universités africaines, Bénin, Togo, Burkina Faso, Madagascar, Côte d'Ivoire, ainsi que des experts venus de la France, cette section vise à renforcer les compétences académiques et entrepreneuriales au service du développement durable. Organisée dans le cadre des activités de la chaire UNESCO ID-Bio, portée par l'INSA Toulouse, la formation s'inscrit également dans la dynamique de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation 2024-2028. Élaboré par Entrepreneurial Solutions Partner pour le ministère du Commerce et de l'Industrie avec l'appui de la Banque mondiale. L'idée, c'est de créer un réseau partenarial co-construit avec l'ensemble des partenaires pour travailler dans le domaine de l'ingénierie durable des produits biosourcés. Ça signifie valoriser, transformer et valoriser de la biomasse renouvelable, des résidus, des déchets pour en faire des produits avec une certaine valeur ajoutée, avec une certaine plus-value. Une table ronde réunissant des représentants du secteur privé a permis de croiser les regards sur l'innovation en Afrique et son articulation avec les projets de recherche portés par les universités. Et donc ce module de formation va contribuer déjà à former des personnes et à nous permettre d'intégrer donc ce module dans nos cours de formation. Nos attentes sont multiples et elles ne vont pas se limiter uniquement aux élèves ingénieurs de l'ESA. Parce que c'est un renforcement des capacités des formateurs qui sera effectué toute cette semaine. Et nous savons que nos enseignants peuvent intervenir dans les différentes écoles. Après cette section inaugurale en Côte d'Ivoire, d'autres formations théoriques et pratiques seront organisées en rotation dans les universités partenaires africaines. Les délégations ont eu l'honneur de visiter l'usine de transformation du cacao de l'INPHB. L'eau, c'est source de vie, l'électricité est aussi un vecteur clé de développement, raison pour laquelle la mutuelle de développement de Nounparadougou a récemment organisé la fête de la lumière en présence du ministre Bruno Nabagné-Koné, président de la Bagoui. Cette cérémonie s'est vite transformée en une cérémonie d'hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes ses actions dans ce village. Le compte rendu de Ouattara Daouda.
Les populations du village de Noukara Doukou dans la sous-préfecture de Siempirouko, département de Boundiali, région de la Bagoué, sont en fête. En effet, le village vient d'être connecté au réseau électrique national. Occasion pour eux de rendre un vibrant hommage à pied au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Célébrer nos acquis tout en nous focalisant sur les projets à venir. C'est-à-dire, après l'avènement du président Ouattara au pouvoir, nous avons obtenu un autre bâtiment de 3 classes avec bureau du directeur, une école maternelle, l'électrification, la construction d'un dispensaire rural. Le parrain de cette journée a salué cette initiative des populations au chef de l'État. Au vu de toutes ces réalisations, Nouparaka ne peut que dire merci au président Alassane Ouattara en organisant cette fête de la lumière qui est en réalité, monsieur le ministre, à mon sens, un hommage au chef de l'État pour toutes ces actions de développement dans notre sous-préfecture. Prenant la parole, le président de la cérémonie, président de la région de la Bagoué, le ministre Bruno Nabanyo Kone, a indiqué que la connexion des villages au réseau national s'inscrit dans le programme national d'électrification initié par l'État de Côte d'Ivoire, dont l'objectif est d'électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. Donc ça veut dire que les choses avancent. Vous avez vous-même cité tout ce qui a déjà été fait ici. Mais ça montre que le gouvernement a toujours eu un regard sur nos localités, sur la totalité des localités de Côte d'Ivoire, toutes les localités qui sont habitées par des Ivoiriens, quelle que soit leur taille. Cette fête de la lumière s'est soldée par des doléances faites par la mutuelle de développement, notamment la construction d'un barrage pour les femmes de Noukara Doukou. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. À très bientôt pour une autre édition.